Les monospaces, c'est pratique. On peut transporter jusque 6 passagers, transporter plein de bagages, des meubles, ou même plein de petits bouts de polystyrène. Mais les monospaces ont un gros défaut, celui de se faire fumer par la Golf Tuning de votre voisin. Pour régler ce problème, la solution était simple, le monospace sportif. On prend le meilleur des sportives, et on crée des voitures à la fois pratiques et cool. Sur le papier, cette catégorie a tout pour être les meilleures voitures au monde. Alors pourquoi il y en a si peu ? De leur début dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, les monospaces sont quelques-uns à avoir connu leur version soit sportive, soit sleeper. Sleeper, c'est-à-dire une voiture qui va vite, mais qui paraît pas aller vite. Et les monospaces ne seraient-ils pas les meilleures bases pour des sleepers ? C'est vrai, qui s'attend à trouver 240 chevaux sous le capot d'un Zafira ? Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à ces monospaces qui sont décidés que eux aussi, ils avaient trop d'aller vite. Petite précision, on s'intéressera ici seulement à des voitures sorties en série ou des concepts qui auraient pu sortir en série, donc on n'abordera pas le cas de monospaces de compétition comme l'Espace F1 ou encore le 806 Procar. C'est parti! Il est assez difficile de dire quel est le premier monospace sportif. Déjà qu'on n'est pas d'accord pour dire quel est le premier monospace, et non, c'est pas le Renault Espace. Et si vous voulez une vidéo sur l'histoire du Renault Espace, dites-le moi en commentaire. En 1989 sort un monospace qui évoque déjà la sportivité. Il s'agit du Pontiac Transport. Vous l'avez compris, ce nom souligne autant la possibilité de transport qu'il offre que la sportivité qu'il apporte. Enfin, sportivité, c'est relatif. Voiture américaine oblige, on retrouve des gros moteurs sous son capot, principalement des V6 offrant jusque 180 chevaux tout de même. C'est pas mal, mais la voiture dépasse déjà la tonne 6 à vide. Le 0 à 100 dépasse les 10 secondes. Ça reste honorable pour un monospace du début des années 90. Pour le reste, c'est un monospace très logeable, il peut accueillir jusqu'à 7 personnes, mais cela n'empêchera pas son échec commercial. Avec des moteurs qui ne sont pas du tout adaptés à l'Europe, et aux États-Unis, des préférences pour ses frères Chevrolet et Oldsmobile, mais aussi un design original on va dire, qui s'éloigne beaucoup du Chrysler Voyager, la référence de la catégorie à l'époque. Mais alors, si le transport n'est pas vraiment sportif, y a-t-il un autre monospace sportif à cette époque ? Oui. Et pour cela, il faut aller en France, chez De La Chapelle qui propose un monospace V12. Oui, V12. De La Chapelle, fabricant de répliques de Bugatti Type 55 et de voitures pour enfants, reçoit à la fin des années 80 une commande pour un grand monospace luxueux et à point de la technologie. Ni une ni deux, la marque se met au travail et sort au début des années 90 le Parcours. Immense, agressif, luxueux, le Parcours, au-delà de recevoir toutes les technologies existantes à cette époque, reçoit aussi deux moteurs. Un V8 5 litres Mercedes, retrouvable sous le capot des E500 par exemple, d'une puissance de 326 chevaux, mais aussi un V12 5 litres 3 Jaguar de 273 chevaux. Le moteur Mercedes lui permettait d'atteindre les 250 km/h, ce qui rivalisait avec les grandes berlines de l'époque. Prévu pour 100 exemplaires par an, il ne sera produit finalement qu'à 3 exemplaires. On peut parler de bide. Mais peut-on trouver un autre monospace français de cette époque, encore moins répandu que ce Parcours ? Oui, je triche un peu, en réalité si ce Renault Espace biturbo n'existe qu'à un seul exemplaire, c'est parce qu'il est resté à l'état de prototype. De son nom de code P46, cet espace sportif sera proposé par Matra, mais malheureusement refusé par Renault. Embarquant un V6 PRV de 265 chevaux et un kit carrosserie agressif, ce concept de 1990 reprend déjà ce qui fera la Safran biturbo quelques années plus tard. Malheureusement étant refusé par Renault, il ne sera jamais produit en série, et c'est dommage car on aurait aimé le voir sur nos routes dépasser des Porsche 911 sans aucun souci. On a pu le voir, les monospaces sportifs dans les années 90, peu de constructeurs osent en proposer, et il semblerait que les gens n'en veulent pas vraiment. Mais le développement du segment du monospace pourrait bien inverser la tendance. Fin des années 90 et surtout dans les années 2000, c'est l'apogée du secteur du monospace. Qu'il soit compact, grand, mini, coupé, tout le monde veut le sien. Les constructeurs en profiteront un maximum et le marché en sera inondé. Et dans ce tas de monospaces, on y retrouve certains qui nous intéressent ici. On va tout de suite dissocier ces modèles en deux catégories. Les monospaces sleeper, gros moteur dans un monospace qui n'apparaît pas, et les véritables monospaces transformés en sportives. On commence chez les monospaces sleeper avec un modèle que l'on a évoqué précédemment, l'Espace. Au lancement de la 4e génération en 2002, alors que Renault récupère la production de son grand monospace et laisse à Matra tel un cadeau empoisonné l'Avantime, qui contribuera à sa chute, le capot de l'Espace 4 ne proposera a priori rien de très spécial. La majorité de ces voitures sortiront en diesel, c'était l'époque, mais tout en haut de la gamme était proposé un V6, un nouveau V6, remplaçant de l'ESL à leur utiliser,
Et ce V6 n'est d'autre que le V6 d'une future sportive, la Nissan 350Z. 3,5 litres, 245 chevaux, une sonorité folle pour un monospace. Cet espace faisait le 0 à 100 en 8 secondes 1 et montait à 225 km/h malgré sa tonne 7. A noter que la Velsatis recevra le même moteur et même la Laguna Coupé quelques années plus tard. Allons maintenant chez la concurrence directe à l'époque, PSA. En 2002, le groupe Peugeot 806 et Citroën Evasion, partageant beaucoup avec les Fiat Ulysse et l'ancien Zeta, arrivent en fin de carrière et il est temps de les remplacer par le quatuor Peugeot 807, Citroën C8, Fiat Ulysse 2 et l'ancien Fedra. Pareil que pour l'espace, la majorité de ces véhicules sortiront en diesel, mais le haut de gamme sera proposé en V6, le fameux V6 ESL, développant un peu plus de 200 chevaux et transformant ces paisibles monospaces en pas grand chose justement. Le poids allant jusqu'à 1,8 tonne, la boîte de vitesse automatique qui n'aide pas les performances, ces monospaces faisaient le 0 à 100 en 11 secondes, c'est pas terrible, certaines versions diesel bien moins puissantes faisaient mieux, mais évidemment le but de ce V6 n'était pas de les transformer en dragster, mais il faut plutôt le voir comme un usage autoroutier. Maintenant, allons voir du côté de chez Ford, avec un véhicule qui, à part un bouclier arrière un peu retravaillé, ne laisse en rien suggérer sa sportivité, c'est le S-Max. Sorte de frère sportif du Galaxy, le S-Max compte laisser le rôle de monospace classique à son grand frère et lui jouer la carte de la performance en se voyant greffer le fameux 5 cylindres. Emprunté à la Focus ST 2,5 litres, 225 chevaux, le monospace se transforme en véritable sportif, avec un 0 à 100 en 7 secondes 9, Vmax de 230 km/h, à ne pas laisser entre toutes les mains. Finissons chez les slippers avec le monospace le plus puissant de cette catégorie, les frères Chrysler et l'ancien Voyager. Après la fin du quatuor de monospace cité plus tôt, accord avec FCA oblige, le monospace Lancia se calquera sur le Chrysler Voyager, un recarrossage très rapide vu qu'ils n'ont changé que le logo. Ce Lancia Voyager, car oui, ils n'ont même pas pris le temps de changer de nom, étant un parfait clone du monospace Chrysler, se voit attribuer les mêmes moteurs, et en particulier un V6 Pentastar, typiquement américain. Ce V6 3,6 litres développe 283 chevaux, demande 8 secondes 5 pour monter à 100 km/h, et permet d'atteindre confortablement les 208 km/h. Est-ce que c'est vraiment utile de vous préciser que cette version fut un échec retentissant en Europe? Bon, maintenant qu'on a vu les monospaces slipper, il est temps de voir du sport, du vrai. Et c'est en 1999 qu'Opel nous présente de série sa version du monospace compact, le Zafira. Jusque-là, nous avons offert un énième monospace compact, comme il y en a tant en cette fin de siècle, mais Opel ne veut pas faire comme les autres. Arrive en 2001 une version bien spéciale de ce monospace, le Zafira OPC. Opel Performance Center décidera de mettre sous le capot du paisible monospace, qui n'avait rien demandé à personne, un 2 litres turbo, développant ni plus ni moins que 192 chevaux. Cela suffit à propulser la bête à 100 km/h en 8 secondes 2 et d'atteindre les 220. Cependant, il y a quelque chose qui différencie ce Zafira OPC des autres monospaces sportifs. Le succès commercial. Ils n'en vendront pas des millions non plus, certes, mais ils en vendent assez pour que la version OPC soit reconduite lors de la seconde génération de Zafira. En 2005, le Zafira est renouvelé et sera présenté dans la version OPC. Et cette génération ira encore plus loin en termes de sport, avec un moteur gonflé à 240 chevaux, le 0 à 100 qui s'effectue en 7 secondes 8, Vmax de 231 km/h. Ce Zafira laisse sur place bien plus de voitures qu'on ne le pense. Question look, le kit carrosserie est agressif, le bleu OPC est de la partie et est juste magnifique. Il n'est pas discret et il ne veut pas être discret. Les deux générations cumulées se vendront à environ 15 600 exemplaires, ce qui, déjà, est mieux que l'ancien Voyager, toutes versions confondues, mais qui en fait certainement un des monospaces sportifs les plus vendus. A noter que le Minispace Meriva recevra en 2006 sa version OPC fort de 180 chevaux. A croire que chez Opel, on aime bien les monospaces qui vont vite. Mais il fallait plus fou, le monospace ultime. Et ce monospace ultime, c'est Mercedes qui nous le proposera. En 2005, Mercedes présente le Classe R, véritable monospace de luxe. Ils se sont dit que ce serait marrant d'y mettre le V8 6 litres 2 des Mercedes AMG. Résultat, le R63 AMG développe 510 chevaux, fait le 0 à 100 en 5 secondes et atteint les 250 km/h dans le plus grand des conforts. Après, quand on voit le poids de la bête, 2 tonnes 3, on comprend mieux le besoin d'y mettre un énorme V8. Contre toute attente, ce fut un énorme échec. Ça alors, on s'y attendait pas. Et seulement 200 exemplaires seront vendus. Ce qui en fait aujourd'hui une véritable rareté. Rien qu'un exemplaire mis en vente devient limite un événement sur la planète automobile. À partir des années 2010 commence le déclin des monospaces, et les rares monospaces sportifs en seront les premières victimes. Maintenant, les monospaces sont presque inexistants sur le marché. Les rares survivants se transforment en SUV, comme le dernier Espace, un simple Austral plus grand, ou en minivan, comme le Zafira devenant un clone du Peugeot Traveller.
Autant dire que le sport ne peut pas exister sur un marché si le marché lui-même n'existe plus. Le seul monospace sportif actuel que l'on peut compter est le BMW 230e Active Tourer. BMW, qui a décidé de se lancer sur ce segment après tout le monde et aussi après que tout le monde soit parti, nous propose son série 2 Active Tourer, actuellement à sa deuxième génération, et nous trouvons en haut de la gamme, non pas un 6 en ligne, mais bien un 4 cylindres hybride de 326 chevaux. De quoi le propulser à 100 km/h en 5 secondes 5, malgré sa tonne 8. Question électrique, Volkswagen nous préparerait une version sportive de son ID Buzz, réinterprétation du célèbre combi. Au programme, un kit plus agressif et des moteurs électriques poussés à plus de 330 chevaux. Elle devrait sortir en cette année 2024. En conclusion, en réponse à la question que j'ai posée au début, pourquoi il y a si peu de monospaces sportifs? Parce que le marché est trop niche. Les familles recherchent de la place, de la modularité, des moteurs économiques, et certainement pas des V8 Tilly 2 affichant des 20 litres au 100. Ce marché très restreint est pourtant idéal pour tous ceux qui veulent rouler différent et allier place et performance, sans dépenser une fortune. Sauf pour Classe R, mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y en a pas en vente. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche, mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de voitures pour les futures vidéos, n'hésitez pas. On se voit dans une prochaine vidéo. À plus!